Hello, c'est Constance. Juste avant de te laisser avec l'épisode du jour, je dois te parler de quelque chose. Tu le sais peut-être, je suis productrice indépendante et créatrice de podcasts depuis maintenant 2018. Aujourd'hui, j'ai créé 4 podcasts dont Confine Love, que tu connais peut-être, qui a atteint plus de 10 000 écoutes dès le premier mois de sa sortie. Bref, tout ça pour te dire que j'ai fait un sacré chemin depuis mes débuts. Aujourd'hui, je suis coach en création et développement de podcasts et j'aide des futurs podcasteurs à s'organiser, à se structurer et surtout à créer le podcast de leurs rêves de la manière la plus sereine et bienveillante possible. Le monde du podcasting est en pleine ascension en France, tu l'as peut-être remarqué, et je t'assure qu'il n'est pas trop tard pour prendre le train en marche. Donc si toi aussi tu rêves de lancer ton podcast mais que tu ne sais ni comment, ni par où commencer, ni même les bonnes astuces à connaître, alors toi et moi on s'est bien trouvés. Je t'invite vraiment à venir me rejoindre moi et ma belle communauté de podcasteurs sur mon groupe Facebook La Famille Podcast. Tu retrouveras bien évidemment toutes mes infos de coaching si tu souhaites te lancer et tu pourras y poser toutes les questions sur ton projet. Tout le monde sera bien évidemment ravi de t'accueillir et de t'aider. Bien évidemment, je t'invite si tu le souhaites également à me retrouver sur mon compte personnel Instagram Constance_CHNT si tu as des questions. Je serai ravie de discuter avec toi de ton projet. Tu peux retrouver le lien du groupe en description de l'épisode et du podcast. Moi, je te laisse avec l'épisode du jour et j'espère qu'il te plaira. Sur cette terre, nos vies ne nous appartiennent pas. De la matrice à la tombe, les hommes sont liés aux autres. Let's Talk About, c'est du développement personnel, de la spiritualité et de l'astrologie. Interview et capsule, 2 fois par mois. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode et comme vous l'avez vu c'est encore une interview décidément. Je n'arrête pas d'inviter du monde sur LTA. Avant de vous expliquer un petit peu en quoi va consister l'épisode d'aujourd'hui, je vous lis bien évidemment un commentaire laissé sur Apple Podcast comme d'habitude. Alors, le commentaire m'a été laissé par Elna avec plusieurs A, j'aime beaucoup le surnom, qui me dit « Merci de m'éclairer tous les jours un petit peu plus sur le monde qui m'entoure, bisous ». Eh ben écoute, grand merci à toi pour ton commentaire. Bien évidemment, je vous encourage à me laisser un commentaire sur Apple Podcast, ça me fait toujours plaisir. Et puis au moins je sais que vous existez, c'est aussi bête que ça, mais je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent quand vous me laissez un commentaire sur Apple Podcast. Voilà. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui j'ai eu le très grand bonheur d'accueillir sur LTA Juliette Cazès. Alors Juliette qui est conférencière et chercheuse en thanatologie, c'est également la créatrice du média Le Bizarreum, donc que vous pouvez retrouver sur Instagram, sur YouTube, vous pouvez lire son blog également et que vous pouvez aussi retrouver sur Twitter. Bien évidemment, tous ces liens sont en description de l'épisode. Alors ensemble, on a parlé du sujet du tabou de la mort en Occident. C'est un sujet que j'avais en tête depuis presque le début de LTA, pour être honnête avec vous. Et là, je me suis dit, qui de mieux pour parler de ce sujet-là que Juliette. C'est beaucoup mieux, je trouve, que d'en parler toute seule. Donc, bien évidemment, vous l'aurez compris, attention, trigger warning, bien évidemment, on va parler littéralement de la mort. Donc, c'est un sujet un petit peu lourd pour certains, dirons-nous. Nous n'avons eu aucun tabou dessus. Donc, si vous êtes sensible ou dans un mood un petit peu compliqué en ce moment, soyez bien conscients que Juliette et moi, nous avons parlé de ce sujet de manière totalement décomplexée et sans filtre. Bien évidemment, nous avons parlé de la mort comme un sujet d'étude de manière totalement respectueuse. Vous le savez, de par mes croyances sur la réincarnation, ce sujet me passionne, je n'ai aucun tabou par rapport à la mort, donc ce sujet a totalement sa place sur LTA. Alors, comment est né le Bizarreum ? Quelles sont les différentes conceptions de la mort à travers le monde? Quelles sont les différentes coutumes liées au rite de l'enterrement? Devrait-on parler de la mort dès l'enfance pour mieux accepter cette étape de la vie? Bien évidemment, nous avons parlé de plein d'autres questions. Je vous laisse avec notre discussion passionnante. Hello Juliette et bienvenue sur LTA, je suis ravie de te rencontrer pour la première fois et de t'inviter sur le podcast. Comment tu vas Juliette? J'aime bien demander aux invités comment ils vont avant de commencer.
Eh ben, ça va très, très bien. Je suis ravie d'être là et je te remercie, pour cette invitation. Cool. Alors Juliette, est-ce que, tu peux te présenter un petit peu, aux auditeurs, savoir qui tu es exactement, comment voilà, ce qu'on doit savoir sur toi et cetera? Qui es-tu? Alors, je m'appelle Juliette, j'ai 31 ans et en fait, moi, je suis surtout, connue sur internet pour, travailler autour de la mort. Je passe, mon temps à essayer de vulgariser un sujet qui n'est pas facile. Moi, dans le passé, j'ai eu un parcours étudiant, où j'étais tournée autour du funéraire, donc en archéologie, en anthropologie. Que ce soit, en anthropologie classique où on étudie les peuples et cetera et en anthropologie biologique où on étudie les squelettes. Donc à ce moment-là, ça c'est plutôt bien, pour la partie archéologique et puis, par la suite et ben, j'ai continué mes études, j'ai travaillé dans le tourisme, j'étais logisticienne d'expédition et ça m'a permis de, faire mes recherches autour du funéraire, du moins de les financer. Voilà, donc j'ai fait ça pendant plusieurs années et puis entre-temps, je me suis décidée à créer un média autour de la mort qui s'appelle Le Bizarréum, où j'aborde plusieurs questions, que ce soit, du funéraire contemporain, ancien, de la logistique, de défunts et cetera, des rites, voilà et puis j'ai publié un livre en juin 2020. Cool. Bon, dans tous les cas, tout ça, on va en parler plus en détail après. Moi, ce que je me demande comme question, c'est comment on tombe dans ce sujet-là de la mort. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a passionné depuis l'enfance ou est-ce que t'es vraiment tombé dedans par hasard un petit peu? Non, non, c'est depuis que je suis enfant, hein. Moi, je je rêvais que de momies, et de têtes réduites, du moment où j'ai pu, découvrir, bon, à l'époque, on avait des VHS. Alors moi, mes parents m'achetaient des VHS sur l'Égypte et donc j'étais très passionnée par ça et puis par la suite, bah, j'ai découvert un petit peu en musée puisqu'à l'époque, on présentait quand même beaucoup de restes humains. Donc très, très tôt, j'avais un intérêt très vif pour ça et qui m'a poursuivie, ben, jusqu'à maintenant. Sauf qu'évidemment, c'est fluctuant puisque, en fonction de comment on se sent dans la vie, on assume plus ou moins bien cet intérêt puisque socialement, ça peut être difficile. Néanmoins, c'est jamais parti et c'est pour ça que j'ai fait, quasiment toutes mes études, mon cursus et cetera autour de ça et que j'ai continué à avoir ça en passion à côté de ma vie professionnelle, dans le passé, quoi. Alors justement, tu vois, tu soulèves un point super intéressant. Je pense on va en parler plus en détail après parce que c'est vraiment tout le sujet du podcast. Ça va être justement sur le tabou de la mort en Occident, etc. Et moi, ce que je voulais te poser comme question, c'est surtout, est-ce que ça a été ce sujet de la mort, etc. Est-ce que c'était un tabou dans ta famille depuis l'enfance ou pas du tout? Est-ce que vous pouviez en parler très librement ou comment ça se passait dans ton entourage? Alors moi, j'ai des parents très, très cool, peut-être parce que c'était des anciens hippies, je sais pas, mais en tout cas, eux, ils étaient super branchés, par le sujet. Enfin, ça a jamais été tabou du tout, des morts dans la famille, on en a eu, on allait au cimetière. Enfin, c'est quelque chose qui était pas du tout étranger et puis j'ai des parents aussi qui aimaient beaucoup la culture des films d'horreur et cetera. Donc j'ai déjà baigné, dans un environnement favorable, même si eux, ont toujours trouvé quand même ça amusant que je m'intéresse aussitôt à ce sujet de la mort, mais en tout cas, ils ont jamais réfréné mes envies et puis ils m'ont toujours expliqué avec des mots adaptés à mon âge, bien sûr, les choses donc c'était pas du tout tabou. Au contraire, ils m'ont beaucoup aidée et comme je dis souvent, s'ils avaient pas été là, peut-être qu'aujourd'hui je ferais pas ça, de cette façon en tout cas ou peut-être que j'aurais pas assumé cet intérêt. C'est super intéressant. Et du coup, bah, on va parler un petit peu de ton média principal qui est le Bizarreum. Comment on en arrive à créer ce projet-là? Comment il est né? Parle-moi un petit peu de la naissance du projet. Alors avant, il faut savoir qu'en fait, je partageais, avec mes amis donc le Bizarreme, il est né en 2017. Auparavant, je j'étais pas vraiment sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que j'avais un Facebook où je partageais avec mes amis et en fait, le Bizarreum, il est un peu né du fait que je partageais régulièrement des posts, des visites que je faisais, hem et donc à un moment, je me suis dit: «Mais pourquoi pas partager avec d'autres gens?» parce que c'est vrai que je voyais que mes amis, ça les intéressait, mais ils étaient pas très passionnés, c'est sûr. Donc je me suis dit: «Peut-être que sur internet, il y a des gens qui seraient intéressés et peut-être que je rencontrerais des gens un petit peu comme moi». Donc j'ai commencé très simplement dans un studio, de quelques mètres carrés. Je n'avais pas de box internet, donc je faisais des vidéos. J'ai commencé YouTube avec juste mon téléphone. Donc je m'enregistrais, j'enregistrais des images sur le téléphone et je faisais le montage dessus. Donc j'avais vraiment zéro moyen et j'attendais d'être au boulot pour uploader les vidéos parce que j'avais pas de box internet. Donc du coup, c'était vraiment fait, un petit peu en carton
Enfin, c'était vraiment tâtonnant parce que j'y connaissais absolument rien en termes techniques. Et pourtant, en me mettant en parallèle sur Instagram et sur Twitter, je sais pas, ça a pris hyper rapidement, même si la qualité de vidéo était plutôt médiocre, enfin pas dans le fond, mais dans la forme, en tout cas par rapport à ce qui se fait maintenant, qui est absolument dingue sur YouTube. Moi, à l'époque, ça faisait vraiment maternelle, quoi. Mais bon, j'ai pas lâché l'affaire et au final, bah, ça a pris rapidement et j'ai ajouté l'année d'après, du coup, un site web parce que les vidéos, c'est bien, mais c'est pas assez, on rentre pas assez dans le vif du sujet et j'avais besoin de rentrer plus en profondeur. C'est dingue parce que déjà en fait ça me fait penser, justement tu es en train de parler de ton site internet, ça me fait rire parce que sur ton site internet, juste en dessous du nom du site, il y a écrit un petit peu de lifestyle, c'est barré, et il y a écrit death style. Voilà. Et évidemment ça résume tout à fait ton sujet d'étude, bah voilà, la mort, hein, tout ça. Donc moi ça m'a fait rire et c'est totalement représentatif. Et oui, ça a dû être fou de voir l'engouement autour du sujet, alors que c'est quand même un sujet qui, de l'extérieur, peut sembler très tabou, quoi. Encore une fois, on va y arriver, on va en arriver à ça. Ah bah, c'est sûr, c'est très déstabilisant et ça me déstabilise encore aujourd'hui, puisqu'il y a encore 10-15 ans, quand j'étais en études, que je travaillais en musée d'anatomie et cetera, mais déjà, on n'avait presque pas de visiteurs, faut dire ce qui est, alors que maintenant, il y a un vrai engouement, surtout suite aux modes autour des cabinets de curiosité et cetera, où les gens se sont rendus compte que, il y avait un monde un peu étrange de ce côté-là. Donc c'était vraiment on n'était pas très nombreux dans ce domaine-là et au début, je me suis dit: «Bon, on verra quoi, si ça marche, si ça marche pas». Moi, j'avais juste envie de partager et c'est vrai que, du coup, du moment où j'ai commencé un peu à travailler là-dessus, oui, j'ai vu que les gens, il y avait un engouement et je dirais même, que de plus en plus, il y a des modes un petit peu qui se sont créés autour de la mort et cetera. Beaucoup de gens qui commençaient à s'y intéresser et donc c'est cool, ça veut dire que le message passe. Après, on travaille pas tous de la même façon, mais en tout cas, moi, il y a encore 10-15 ans, quand je bossais en musée, on était très seuls, quoi. On avait un peu honte même de dire qu'on travaillait avec des restes humains dans du formol. Enfin, je veux dire, c'était une époque très, très particulière et surtout, on avait beaucoup moins de réseaux que maintenant. Donc, on pouvait pas vraiment partager ça. Et encore, même maintenant, c'est difficile de partager sur Internet parce qu'on a beaucoup de censure, forcément. Donc, moi, mon travail, c'est aussi de faire passer les informations sans choquer les gens. C'est vraiment le cœur de mon travail. Voilà, donc oui, il y a un engouement et à chaque fois, ça m'étonne. Je me dis: «Ben, c'est fou, il y a 10-15 ans, on se moquait de moi et puis maintenant, les gens trouvent ça cool». Donc je crois qu'aussi la médiatisation d'un travail fait qu'on apporte de l'intérêt à quelque chose. Mais voilà, c'est étonnant à voir et je prends du recul par rapport à ça aussi, oui, c'est sûr. Bah oui, j'imagine. Et enfin, à ton avis, cet engouement, il est né de quoi? À ton avis, qu'est-ce qui a fait que vraiment ça a pris un espèce une expansion au niveau du sujet et que les gens commençaient à s'y intéresser? Et d'un autre côté, quand ça choque, qu'est-ce qui choque les gens selon toi dans ce sujet-là? Ça peut être très variable. Déjà, bon, les gens se posent beaucoup de questions sur la mort en général, mais même d'un point de vue physique, biologique et c'est tout à fait normal parce que, tous ces milieux-là, c'est un peu sombre, beaucoup de gens trouvent ça glauque, mais c'est juste que c'est normal, ils réagissent par l'affect aussi et leur propre rapport à la mort, bien sûr. Après, pourquoi il y a un engouement? Je sais pas, peut-être aussi parce qu'aux États-Unis, on a eu des grandes mouvances, de vulgarisation du funéraire à partir de 2011, que le public qui était anglophone et qui s'intéressait déjà un petit peu à ça, a trouvé des ressources dans ces pays-là. Donc forcément, moi, quand j'ai lancé, il y avait déjà des choses qui existaient en Angleterre, aux États-Unis et donc bah, moi, j'ai un peu pris le coche à ce moment-là parce que j'ai vu que ça émergeait et d'ailleurs les premières personnes qui m'ont interviewée, c'était des Anglais, parce que pour eux, c'était pas du tout étranger de faire ce type de travail. Donc en France, je pense vraiment que c'était une continuité de tout ça, de cette mode qui se préparait un petit peu et qui était appuyée par la télévision, par des émissions de télé-réalité autour de la mort, etc., etc. Donc je le vois plutôt comme ça. Et justement, qu'est-ce que tu penses un petit peu de toutes les émissions de télé-réalité qui se font autour de la mort? Parce que je sais qu'il y a par exemple Ghost Adventure, alors je sais pas si ça rentre vraiment dans cette case-là, mais un petit peu quand même. Toutes ces émissions comme ça de télé-réalité autour de ce sujet-là, est-ce que tu trouves que c'est justement positif ou que c'est vraiment pour faire de l'audience, voilà, style télé-réalité Alors, bah, tout ce qui est, fantômes et cetera, c'est vrai que c'est très éloigné de mon sujet de travail à la base, donc du coup, j'ai pas vraiment d'avis dessus et je comprends qu'il y ait un public, c'est tout à fait normal et ça a toujours été le cas pour les histoires de fantômes, donc c'est tout à fait logique. Par contre, pour ce qui est de la mort, par exemple, sur Netflix, on a des 2 téléréalités sur des pompes funèbres, une en Nouvelle-Zélande où, qui est tenue par une famille maori et une aux États-Unis qui, là, est tenue par une famille, afro-américaine. Donc quand on regarde ces émissions-là, évidemment, bah, c'est tout mis en place, enfin, c'est scénarisé, bien sûr,
sûr. Donc ça donne une image très cool, etc. Mais en fait, il faut ramener ça à la France. En France, on n'a pas du tout les mêmes façons de travailler, on n'a pas du tout le même rapport aux funéraires et surtout, on n'a pas du tout la même histoire funéraire. Donc, il y a beaucoup de gens qui regardent ces émissions et qui se disent « Ah, ça doit être comme ça a l'air vraiment cool, etc. » Alors qu'en fait, en France, c'est très, très différent. Mais justement, tu vois, et on arrive au fameux sujet un petit peu du podcast. Donc aujourd'hui, on va parler du tabou de la mort en Occident. Mmh. Forcément en France, parce qu'on est en France, mais bon, je pense que c'est quand même assez... C'est un peu la même chose partout, et encore avec des gros guillemets. C'est vrai que par exemple, tu vois, moi je sais qu'en Inde, si je dis pas de bêtises, je sais que les gens ont l'habitude de s'habiller en blanc, il me semble, pour les enterrements, et en France, on s'habille en noir. Et moi je trouve que c'est assez représentatif, on va dire, de toute l'émotion qui se dégage d'un enterrement, par exemple. Est-ce que toi tu trouves que justement on a un tabou en France, enfin en Occident et particulièrement en France, autour de la mort justement, et si oui, à quel moment ça se joue environ, à peu près? Déjà, il y a beaucoup de gens qui pensent que parler de la mort quand on est vivant, ça va l'attirer, ça va apporter la poisse. Donc déjà, bon, c'est un premier pas qui fait que ça bloque quand même la communication. Après, en France, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Je vois, par exemple, en Corse, ils vont avoir des pratiques très différentes du continent, où là, ils ont un rapport à la mort très particulier et qui est très, très intéressant, et qui s'explique, par plein de choses. Mais vraiment le tabou, je dirais, moi je le situe vraiment, après-guerre, c'est-à-dire que quand on n'a plus été obligé de vivre avec la mort constamment, de devoir, inhumer, nos proches qui partaient sur le terrain pour se battre et cetera. Bon, c'était des périodes très troubles, et puis du moment qu'on n'a plus eu de guerre sur notre territoire, ben, on a de moins en moins eu la mort à proximité de nous, du moins à l'échelle, globale, on va dire. C'était plus du domaine individuel, vu que c'était des deuils, de famille à famille. Mais c'est vrai qu'on s'est déshabitué à cette mort. Avant, on mourait à la maison, après on est mort à l'hôpital, maintenant on meurt majoritairement en établissement de soins. Tout ça fait qu'on s'éloigne du sujet et un sujet qui nous plaît pas, en général, on évite de l'aborder, c'est sûr. Et bah, justement, tu vois, tu étais en train d'aborder un point qui est super intéressant. C'est au moment où tu étais en train de parler, je me suis dit je me suis fait la remarque de me dire, c'est vrai que maintenant on met les plus âgés dans des maisons spécialisées pour ça, dans des EHPAD, etc. Est-ce que dans un sens, c'est pour justement s'éloigner dans un sens de la mort? C'est un peu difficile à dire comme ça, mais est-ce que c'est justement pour un petit peu se mettre des œillères sur ce qui peut potentiellement nous attendre? Et comme ça touche dans un sens forcément à l'autre monde, qu'on arrive à une fin de vie, est-ce que c'est une manière pour toi de s'éloigner justement de la mort et tout ça? Les établissements de soins, de par leur nom, n'ont pas vocation à être des mouroirs. Pour autant, c'est vrai qu'il y a un rapport très particulier avec ces endroits-là. Après, de façon plus générale, on a des problèmes dans la société avec la maladie. On voit que c'est un sujet très tabou aussi, hein. Hier, j'en parlais dans une émission avec des chercheurs. Par exemple, quelqu'un qui décède d'un cancer, après de longues années de lutte, on va dire: «Il est mort d'une longue maladie». On va pas mettre les mots, forcément sur ce qui a tué la personne, alors que c'est un sujet de société. Par contre, c'est vrai que, heu, du coup, moi, j'ai travaillé en pompe funèbre parce que, du coup, je me suis diplômée l'année dernière et c'est un monde très différent quand on arrive en établissement de soins, pour venir chercher des défunts. Les soignants sont dans le vivant, hein, ils sont pas, ils attendent pas la mort, bien sûr. Leur but, c'est que leurs patients soient bien et qu'ils vivent. Mais c'est vrai que nous, quand on arrive, ça jette un froid, il faut qu'on se cache parce que les autres patients, il faut pas qu'ils nous voient. Ça peut être très traumatique pour eux de voir que, ils savent très bien que leur voisine est décédée de chambre, mais il faut pas qu'ils voient le brancard, il faut pas qu'ils nous voient partir avec la housse, avec la personne dedans. Donc en fait, c'est plein de microcosmes qui se rejoignent et qui travaillent ensemble, mais qui en même temps s'évitent. On voit bien que le soignant va pas du tout avoir un rapport normal avec nous. Enfin, on sent qu'il y a une distance quand même. Donc, je sais pas si le tabou vient vraiment du fait que on éloigne systématiquement les gens malades et les gens souffrants de la vue des autres, mais ça, c'est quelque chose qui s'explique aussi historiquement, hein. On a beaucoup de sociétés dans le passé où voilà, le défunt, il représentait une souillure pour la société et ses proches également, parce qu'ils étaient touchés par le deuil. Donc voilà, il y a vraiment cet esprit-là qui est encore assez ancré. Et je pense vraiment que parler de ce sujet sous tous ses aspects, ça peut aider beaucoup de gens parce qu'au final, moins on parle d'un sujet, moins on en sait et plus on angoisse dessus parce que on n'a pas toutes les clés. Donc on s'imagine des choses qui parfois sont hyper éloignées de la réalité.
C'est super intéressant et justement, tu vois, tu parlais des choses qu'on pourrait s'imaginer et qui sont fausses, par rapport à la réalité. Est-ce que tu as quelques exemples comme ça de «clichés» entre guillemets, que les gens peuvent avoir, de fausses idées? Oui, bah, il y a beaucoup de gens, qui pensent que tout de suite on est dévoré par les insectes, ou que, f ou qu'on fait systématiquement du bruit quand on décède, bon, bah, ça oui, ça peut arriver et ça s'explique. C'est toujours surprenant, hein, même quand on travaille dans le domaine, mais bon, c'est pas voilà, c'est pas systématique. Il va y avoir, bah, évidemment, on a des fausses idées comme, les ongles et les cheveux qui poussent, alors qu'en fait, c'est juste la peau qui se rétracte, donc on a cette impression d'éléments qui poussent, alors qu'en fait non, c'est une réaction tout à fait normale. Il y a plein d'idées reçues qui font super peur, hein, l'idée, de se dire qu'un mort a peut-être ses ongles qui poussent, ça intrinsèquement, ça veut dire qu'on continue à vivre et en même temps, la mort n'est toujours pas définie. C'est-à-dire qu'on n'a pas de définition de la mort. On ne sait pas encore du point de vue du cerveau, du point de vue nerveux, comment ça se passe. On ne sait pas jusqu'à combien de temps on a encore des réflexes naturels quand on meurt. C'est un sujet qui est très mystérieux même pour les chercheurs. Donc c'est évident que les gens, bah, ont peur, c'est normal. Mais c'est super intéressant ce que tu viens de souligner tout de suite en disant qu'on savait pas exactement ce que c'était la mort et moi ça m'a fait penser à, tu sais, tout ce sujet des EMI, Mmh. les expériences de mort imminente. Est-ce que toi tu es un petit peu familière avec ce sujet? Ça te parle et est-ce que tu as des choses à nous dire, là-dessus un petit peu? Bah, en fait, dans mon travail, que je fais au quotidien sur internet, il y a une très grosse partie du travail dont je ne parle pas, c'est que j'ai énormément de mails de personnes qui, se sentent concernées par ce que je fais ou qui ont trouvé un écho par rapport à leur propre situation. Je passe beaucoup de temps à essayer de répondre à certaines personnes, parce que je vois qu'il y a un vrai besoin de mettre des mots ou de mettre une émotion et de partager quelque chose où ils ont du mal à le faire avec d'autres gens. Alors que moi, je suis familiarisée à la mort, donc du coup, il y a des gens qui se disent: «Je vais tenter d'envoyer un mail, peut-être que j'aurai un écho». Et j'ai beaucoup de gens en effet qui sont touchés par des handicaps, plus ou moins lourds ou des gens qui ont eu des accidents ou en effet ils ont fait des EMI. Voilà, moi dans ma famille, il y a eu des expériences d'EMI, donc c'est vrai que, c'est un sujet que je croise même si, j'ai pas du tout, ni la prétention de pouvoir, analyser clairement ça parce que j'ai pas toutes les ressources ni neurologiques, ni annexes. Mais en tout cas, oui, oui, c'est un sujet très récurrent et je pense que, c'est à prendre au sérieux parce qu'on a beaucoup de témoignages et c'est difficile de remettre en question, le ressenti de quelqu'un qui est passé à 2 doigts de la mort, quoi. C'est super, enfin, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu penses que justement ce tabou, on va dire, bah, encore une fois en France ou en Occident, c'est comme s'il mettait un couvercle sur, cette expérience-là de mort imminente et que du coup les gens à qui ça arrive, qui sont, je pense, bien plus nombreux qu'on ne le pense, Mmh. justement n'ont plus du tout, l'opportunité d'en parler parce que, la mort est un sujet tabou et donc forcément parler de ce qu'ils ont potentiellement vécu, serait mal vu, bah, par la société. Et si oui, comment un petit peu y remédier ou voilà? Bah, c'est assez étonnant parce qu'en fait, on a un peu, on a, je trouve, dans la société, 2 façons de voir les survivants. Pour moi, les gens qui ont eu des EMI, c'est des survivants. C'est juste qu'il s'est passé quelque chose qui fait qu'ils ont vécu une expérience qui, pendant très longtemps et encore maintenant, a été difficilement quantifiable, où on a eu des difficultés à l'analyser, à essayer de faire des relevés là-dessus. Parce que qui dit EMI dit situation d'urgence, où l'urgence, c'est de sauver la personne, du point de vue, physiologique. Et donc on va pas lui mettre des électrodes sur la tête, quoi. Je veux dire ça, c'est sûr que quand il y a une situation comme ça, le but c'est de sauver la personne. En revanche, donc il y a ces survivants-là, je trouve dont on parle jamais, enfin en tout cas la parole tend à se libérer de plus en plus. Je crois qu'il y a 2 ans, il y avait eu un film sur les EMI justement, très sérieux et puis il y a le survivant qui lui va survivre à quelque chose, un peu de glorieux quoi, je sais pas, le survivant d'un crash d'avion en haute montagne va bien sûr être beaucoup plus mis en avant par les médias qu'un survivant de la vie de tous les jours avec un accident de moto. Et donc voilà, pour moi, il y a différents, types de survivants et c'est vrai que l'EMI, bah, c'est un sujet tout à fait intéressant, et moi j'ai toute confiance dans le personnel, bah, de la recherche. Si un jour ils ont les fonds suffisants pour pouvoir faire des recherches, qu'on en sache plus et puis que les personnes concernées se sentent un peu plus écoutées, ça c'est sûr. Ah oui et du coup, il existe bien pas des expériences, mais des médecins qui font des recherches dessus sur les EMI et savoir, exactement comment, ça se passe et du coup aussi peut-être comment accompagner les gens qui en font, du coup ça existe vraiment?
Oui, bien sûr. Bah, après, c'est vrai que tout ce qui est du domaine des études neurologiques, parce que là, on parle vraiment du cerveau, hein, donc c'est des études, qui demandent des fonds, financiers. Je vois, moi, je connais des chercheurs qui font des sujets enfin, qui travaillent sur le cerveau, qui ont des sujets hyper intéressants, mais qui malheureusement n'ont pas les fonds nécessaires pour pouvoir travailler dessus. Donc ça aussi, tant que la recherche, ne donnera pas d'argent pour ça, enfin, ça va être très compliqué. Néanmoins, oui, oui, bien sûr, c'est un sujet qui est étudié parce que, on a tellement de témoignages de gens qui ont été dans le coma, mais qui ont quand même entendu des choses, qui ont ressenti des choses, qui ont vu cette fameuse lumière. Ça, c'est quelque chose que moi, en tout cas, dans les gens qui me contactent, j'en entends très souvent parler et c'est pour ça que je remets pas du tout en question, leur vécu ou leurs expériences parce que c'est déjà assez traumatisant d'avoir été en hôpital, souvent en réanimation. Si on a vécu une EMI, c'est qu'on a eu, quand même un contact avec un service de réa qui est loin d'être un service facile, ni pour les patients, ni pour les soignants. Donc du coup, voilà, moi j'écoute, mais c'est vrai que, je travaille moins dessus, mais je croise le sujet très souvent, oui. Oui, bah, j'imagine, ça doit être, puis même très impressionnant Mmh. et voilà et très mystérieux aussi dans un sens. Toi, parmi les témoignages que tu as reçus un petit peu sur tout ça, sur les expériences de mort imminente, Mmh. est-ce qu'on t'a raconté, enfin, est-ce que tu as senti que la personne avait radicalement changé dans sa manière d'être? Est-ce que c'est comme s'il y avait eu une cassure ou juste un changement dans la personnalité de la personne suite à ce genre d'expérience? Ah oui, oui, bien sûr, c'est une réflexion sur la vie après qui est très différente, une réflexion sur la mort qui est très différente aussi. Des gens qui sont beaucoup plus apaisés aussi, hein, qui, ont tellement vécu des choses dures, d'un point de vue physique parce qu'après, ben, quand on se réveille de tout ça, souvent il faut faire de la rééducation et cetera. C'est de la douleur constante. C'est la presque mort ensuite à, essayer de faire survivre le corps, c'est compliqué. Et les gens, je sens, ils sont super contents quand ils m'écrivent et quand on discute. Je prends du temps pour ces personnes-là parce que je sais que c'est difficile et je sais qu'on n'a pas forcément l'entourage nécessaire pour parler. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que, je fais pas du tout un travail de psychologie, mais voilà, le fait d'écouter et de consacrer du temps, quelques mails, quelques échanges, je vois que ça fait du bien. Donc vraiment, les gens qui viennent me parler de ça, ben, je les écoute et je les prends en considération et ce que j'apprécie aussi, c'est qu'ils respectent, mon temps aussi à moi. C'est-à-dire que, voilà, ils me parlent de leur situation, on discute, mais voilà, c'est pas un suivi sur le long terme. C'est vraiment juste un échange, sporadique qui fait du bien. Après, on est en bon contact. Il y en a certains à qui j'ai envoyé des cartes de Noël. Voilà, ils respectent beaucoup ma vie privée aussi parce qu'ils savent que c'est un sujet qui est très lourd. Donc, ben, moi, déjà que toute la journée, je traite du funéraire, des fois, je traite avec des gens qui sont en deuil, qui ont des questions. Bon, ils savent que voilà, je les ai écoutés et que c'était vraiment sincère. Et à ce moment-là, on est en très bon contact après. Et je prends des nouvelles de temps en temps en espérant que ça aille mieux. Bah, j'imagine, tout à fait, mais c'est vrai que ça doit être très, très sensible comme sujet à aborder. Et puis aussi, j'imagine qu'on sait pas toujours comment bien accompagner la personne dans ce processus-là, au mieux de choisir les bons mots, etc. Ça, Mmh. je pense que c'est un sujet dont on devrait peut-être plus parler, j'en sais rien, sur comment accompagner justement les personnes qui vivent qui sont proches de la mort ou qui ont vécu la mort directement Mmh. et tout ça. Et justement, tu vois, tu disais à la fin que bah voilà toute la journée tu parlais de la mort tout ça et que forcément à un moment dans ta journée il fallait que ça se stoppe un petit peu. Ouais. Comment tu le vis toi le fait d'être toujours au contact de la mort d'un point de vue personnel? Comment t'arrives à mettre des barrières? Mais moi, j'ai l'impression que ça gêne plus mon entourage que moi, en fait, puisque, tout le monde me dit: «Mais tu vis constamment dans la mort». Mais oui, mais je vis dans la mort, mais je suis vivante. Enfin, ça veut absolument rien dire. Chez moi, par exemple, j'ai quasiment aucune figuration de la mort. J'ai presque pas de squelette, j'ai presque pas de, enfin voilà, je vis pas dans un environnement, glauque, ou sombre. Au contraire, moi, je suis quelqu'un qui préfère la lumière. Pour moi, la lumière, c'est la vie. Pour autant, on peut très bien travailler sur la mort et être très vivant et être à l'écoute des vivants. Et c'est aussi ce qu'on nous apprend, quand on travaille dans le funéraire, par la suite. Donc oui, je suis toute la journée avec «la mort» entre guillemets, avec les morts, mais pour moi, c'est pas du tout quelque chose de négatif, et je le vis bien. Mais après, c'est vrai que j'ai besoin de soupapes, de vraies soupapes. C'est-à-dire que je vais lire, je vais faire des maquettes beaucoup. J'adore parce que j'ai pas le téléphone, je me concentre, c'est un truc créatif qui me fait du bien. C'est des petits univers, que je fabrique et j'aime bien parce que voilà, ça me fait penser à autre chose. Mais par contre, travailler sur mon sujet n'a jamais été une source ni d'angoisse, ni de plombage d'ambiance, quoi. Enfin, au contraire, si c'était le cas, déjà, je continuerais pas. Et en plus, je pense après que c'est un sujet pour travailler dedans toute la journée, il faut être déjà stable.
parce que on nous demande beaucoup de sollicitations qui peuvent être difficiles, des situations qui peuvent être difficiles. Mais après voilà, enfin je suis comme tout le monde, hein, je travaille avec la mort, mais moi j'adore, enfin c'est bête, mais j'adore traîner sur Instagram, regarder des mèmes, rigoler, regarder des films d'ados de quand j'avais 16 ans. Bon, c'est un monde à part, donc c'est vrai que c'est un peu antinomique avec le fait de bosser dans la mort, mais voilà, on a plusieurs facettes dans la vie, donc il faut les Mais assumer. bien sûr, mais évidemment. Et c'est super intéressant parce que, voilà, et encore une fois, t'as parlé de, de choses pardon, très très intéressantes et justement de cette frontière entre la vie et la mort, du coup, qui est très fine, enfin pas très fine en tant que telle, pas pour toi en tout cas, j'espère pas, mais vraiment, il y a pas de tabou autour de ça. Et j'imagine qu'il y a des gens qui aimeraient bien aujourd'hui peut-être travailler dans ce milieu-là. Donc toi déjà en tant que femme, comment tu le vis? Est-ce que c'est un métier qui est principalement masculin, j'imagine, ou est-ce qu'il y a beaucoup, voilà, c'est assez, comment dire, les femmes sont assez acceptées. Et pour toi, Oui. qu'est-ce qu'il faut mentalement pour réussir à faire ce type de métier qui est quand même assez particulier, en tout cas? Est-ce qu'il faut vraiment une force mentale particulière ou tout le monde peut le faire? Alors on parle des pompes funèbres, Oui, voilà, on clairement? peut parler des pompes funèbres directement, ouais. Ouais? OK. Alors, les pompes funèbres, c'est un milieu qui tend à se féminiser parce qu'en fait, pendant très longtemps, pour les pompes funèbres, c'était des entreprises père et fils, et c'était des milieux où les femmes étaient assez exclues et d'ailleurs, c'est étonnant parce qu'en fait, dans l'histoire, on se rend compte que la femme porte le deuil et est garante de la durée du deuil, d'un point de vue social, mais par contre, pour travailler avec les morts, c'était pas forcément évident. Donc ça, c'est assez intéressant à soulever. Par contre, oui, le métier se féminise beaucoup, c'est-à-dire que chez les conseillers funéraires, bon, bah, alors c'est des métiers où on doit passer des diplômes. Donc déjà, qui dit diplôme dit quand même un petit peu, on nous jauge, hein, les profs nous jaugent, ils arrivent à savoir si on est stable, si on n'est pas stable, et s'ils voient que quelqu'un n'est pas stable, là, ils vont lui dire attention. Attention, c'est peut-être pas pour toi, ou attention, tu vas peut-être pas gérer. Parce qu'en fait, il faut noter quelque chose de très important quand on décide de travailler avec la mort, c'est est-ce qu'on décide de travailler avec la mort et dans la mort pour accompagner les vivants et faire du bien aux autres, ou est-ce qu'on le fait pour se soigner soi-même? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que travailler dans la mort va soigner leur trauma, va soigner éventuellement des deuils qui sont mal faits. Là, c'est très compliqué parce qu'il peut y avoir des résurgences au niveau des sentiments, etc., des souvenirs qui peuvent être assez catastrophiques si le deuil n'a pas été bien traité. Donc, c'est des métiers qui se féminisent. Chez les thanatopracteurs, par exemple, qui, eux, passent un concours différent, un diplôme différent, ben, on a de plus en plus de femmes, alors que c'est des métiers quand même physiques, où il y avait beaucoup d'hommes. Après, il y a encore quelques métiers où on a très peu de femmes pour plusieurs raisons. Par exemple, chez les porteurs, on a majoritairement des hommes parce qu'en fait, nous, les femmes, selon la loi, on a des limites de poids à porter, donc qui est différente de celle des hommes. Et puis, c'est un milieu où on veut quand même des hommes parce qu'il faut que tout le monde fasse la même taille, que ce soit uniforme, etc., d'un point de vue visuel dans le convoi. Et puis, bah, il y a les fossoyeurs où là, on est encore sur des systèmes père et fils beaucoup. Et c'est un métier d'homme avec le tracto, enfin d'homme entre guillemets, non, une femme peut le faire, mais c'est vrai que moi j'ai jamais croisé de fossoyeuse du coup, mais je serais curieuse d'en croiser, j'adorerais. Mais voilà, donc sinon on a beaucoup de femmes dans les conseillers funéraires. Chez les maîtres de cérémonie, ça commence un peu à se féminiser aussi, parce que là aussi on n'était pas trop bienvenus dans les convois pendant très longtemps. Mais voilà, ça reste pour le moment, ça reste encore un métier d'homme parce que les anciens qui chapeautaient ces entreprises sont toujours là, mais je suis sûre qu'à l'avenir, on aura de plus en plus de femmes. Donc ça, c'était pour la question de la féminisation du métier funéraire. Et puis, qu'est-ce qu'il faut? En fait, déjà, il faut savoir pourquoi on fait ça. C'est clair et net. Et puis surtout, faut être prêt, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on ne doit pas absorber la douleur des autres. On doit accompagner les autres. Donc déjà, c'est important de savoir faire le mur pour pas éponger toutes les situations difficiles qu'on va avoir tous les jours. Et puis, faut quand même avoir le cœur bien accroché, hein, parce qu'il y a des situations très complexes. Et c'est des métiers qui demandent une rigueur, même pour passer le diplôme. Le diplôme n'est pas facile. Donc du coup, voilà, il faut vraiment être bien dans sa tête, bien dans son corps, avoir une petite forme physique, parce que si on va sur le terrain, qu'on soulève des corps, etc., il faut quand même réussir à les porter. C'est très difficile de porter quelqu'un qui est mort. J'imagine. Voilà. Voilà, c'est très lourd, c'est très dur, c'est très froid. Donc du coup, il faut quand même avoir une force physique. Donc c'est tout ça qui fait que on nous demande une présence psychologique à 200%, quoi. On peut pas se permettre de craquer, on peut pas, on est humain. Mais voilà, il faut savoir faire la part des choses entre le travail dans le funéraire, quand on décide de rentrer dans ces métiers-là, et la vie à côté, quoi. C'est super intéressant ce que tu racontes. Et en fait, ce type de métier, il nous demande d'être encore plus que
la moyenne entre guillemets, encore plus être ancré dans le vivant, encore plus être ancré en général dans la vie et évidemment ne pas perdre pied, être sûr que mentalement on puisse être fort, que on a ce détachement et puis également j'imagine ce respect de la mort, ce respect de tout ce évidemment tout ce rite et justement parlant de rite parce que sur le Bizarrium toi tu parles souvent des rites dans d'autres pays, dans d'autres Mmh. cultures, etc. Est-ce que toi, il y a un rite, enfin, il y a une culture qui, au niveau funéraire, te parle plus qu'une autre est-ce qu'il y a un pays que tu aimes plus aborder, étudier qu'un autre, par exemple? Alors, évidemment, moi je suis très branchée tout ce qui est philosophie orientale, donc l'Inde, le Népal, le Tibet, ça m'intéresse beaucoup, sur plein d'aspects parce que voilà, c'est des pays avec lesquels j'ai plus d'atomes crochus en vrai quoi, enfin voilà, en termes de visite, en termes de contact. Et puis, ben, en Europe, par contre, moi je suis très, très intéressée par, l'Italie du Sud, que ce soit la Sicile ou Naples où là vraiment là, on a une acceptation de la mort qui est incroyable. La mort, elle est partout, enfin des sculptures de têtes de mort, des figurations de la mort, il y a que ça, quoi. Et c'est vrai que l'Italie, j'adore moi leur rapport à la mort qui est très intéressant, qui est, du coup forcément, toujours très catholique parce que c'est des catholiques, mais on a quand même une esthétique dans la mort qui est très, très poussée et franchement je trouve ça passionnant et ça m'intéresse toujours autant et j'essaye d'y aller régulièrement justement. Normalement, j'y vais une fois par an, et donc là, ça me manque beaucoup. Mais en fait, à chaque fois que j'y vais, je découvre des nouvelles choses et c'est ça qui est dingue, c'est sans fin, quoi. Donc ça, c'est très intéressant et sinon, la Corse, comme je disais, mais la Corse, j'ai jamais pu y aller. Je sais que j'ai beaucoup de Corses qui me suivent, donc ça doit leur parler un petit peu, tout ça, et du coup, là, un de mes projets, j'aimerais beaucoup aller en Corse, pour aller voir un petit peu, les rites et comment ça se passe, ouais. Mmh. Bon, ça va, c'est un petit peu moins loin que l'Inde et que Oui. l'Asie, donc ça va, ça devrait aller, je pense. Mais c'est super intéressant encore une fois. Et est-ce que tu penses que justement le fait que la mort soit acceptée dans la culture, par exemple corse ou Mmh. hindouiste ou peu importe, est-ce que justement ça, évidemment, ça participe au fait que ce ne soit plus un tabou parce qu'on en parle très facilement, j'imagine. Donc, est-ce que justement il y a plus du tout cette limite entre de tabou en fait, tout simplement? En fait, souvent, moi, je m'oppose beaucoup, enfin, j'invite les gens à être beaucoup moins ethnocentrés, c'est-à-dire centrés sur leur culture, centrés sur, leur éducation, pour aller voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Et souvent, les gens ont par exemple, sont très choqués quand, la notion de sacralité du corps est différente de chez eux. Chez nous, par exemple, le mort, on va pas faire certaines choses avec, on va pas alors que dans d'autres pays, ils vont faire carrément autre chose et du coup, moi, je vois beaucoup de Français ou qui disent ah mais c'est une horreur, mais c'est honteux, alors qu'en fait non, c'est juste que là-bas c'est les codes qui ne sont pas les nôtres, il faut les accepter, il faut les intégrer, essayer de les comprendre parce qu'en fait il y a des explications anthropologiques et sociologiques autour de ça. Du coup c'est un travail de tous les jours et moi j'essaye de faire en sorte que ce soit mon travail de rappeler aux autres attention quand vous regardez un rite funéraire, oubliez pas que là-bas c'est différent, que les codes sont pas les mêmes et que du coup ce qui vous choque ne les choque pas et à l'inverse, ce qui, eux, les choquerait peut-être, vous trouvez ça normal. Après, vraiment d'expérience, moi j'ai vu, des moments où je me suis dit: «Mais» enfin, je me suis dit: «Je suis ailleurs, c'est pas possi» enfin oui, je suis ailleurs, mais vraiment c'était très, très éloigné. Par exemple, une crémation sur un bûcher, au Népal, et les mecs à côté, ils discutent entre eux et en fait, ils sont en train de faire du commerce. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui brûle à 2 mètres et en fait, eux, ils sont en groupe, ils s'en fichent que des gens les prennent en photo, ils s'en fichent qu'il y ait des touristes, ils sont en train de faire leur truc. Pourquoi? Parce que c'est leur organisation sociale qui fait ça. C'est comme ça, on règle nos affaires pendant les funérailles et en fait, il y a plein d'endroits où ça se fait, il y a même des endroits où les funérailles sont le moment de baston familial, comme, à Bali, en Indonésie, c'est le moment où on règle les problèmes. Alors C'est nous, dingue! on s'imagine pas du tout qu'il puisse y avoir des bastons, mais il y a un coin en Indonésie, à Bali, où c'est fait pour, donc les gens se mettent sur la gueule pendant les enterrements. Moi, je trouve ça, enfin pour nous, c'est aberrant, et pourtant, Dieu sait qu'il y en a des problèmes quand on crée des enterrements, enfin en tout cas quand on organise des enterrements, des prises de bec, il y en a beaucoup. Mais chez eux, c'est socialement hyper accepté. C'est pour ça, les gens quand ils réagissent fortement en France, je dis attention, attention, il faut quand même faire gaffe, quoi. Mais c'est super intéressant parce que, alors vraiment, là, tu m'apprends quelque chose. Je pense que ça en a étonné plus d'un qui sont en train d'écouter l'épisode. Est-ce que, enfin, du coup, parce que justement, en parlant du fait qu'il y a des gens
qui se disputent dans certaines cultures, ce soit accepté de se disputer pendant des enterrements. Mais tu penses que c'est lié à quoi? Est-ce que c'est genre pour épurer entre guillemets ce qui se passe dans la famille à ce moment-là, et on laisse partir la personne en même temps que les disputes? Enfin, je sais pas du tout comment on peut l'interpréter. Il y a un peu de ça. Ouais, il y a un peu de ça, en fait. C'est-à-dire que, souvent alors il faut pas aussi oublier que, il y a beaucoup d'endroits dans le monde où on a eu des exodes, où beaucoup de gens de villages ont été obligés d'aller vivre dans les villes. Donc ils reviennent beaucoup moins chez eux, ils voient beaucoup moins leurs proches et donc, par contre les funérailles, comme on a des croyances dans, les ancêtres, vraiment une notion d'ancestralité très forte, eh bien, en général, ils font en sorte de revenir, pour les enterrements. Donc ça a un coût, enfin pour les enterrements ou les crémations, enfin on va dire les funérailles de façon plus générale, ça a un coût, qui est super important pour certaines personnes qui vont peut-être mettre, 3 jours à rentrer chez eux. Mais, ils sont obligés de rentrer parce que sinon ils ont peur que, l'ancêtre ne soit pas content et qu'après, je donne quelques listes comme ça, il soit stérile ou qu'ils aient plus d'argent et cetera parce que l'ancêtre aurait envoyé, une sorte de malédiction. Ça, on a des croyances très, très fortes là-dessus. Donc la présence aux enterrements, elle est hyper importante dans beaucoup de sociétés. Et en plus, oui, en effet, c'est une façon aussi de remettre les choses à plat parce que on est aussi sur des systèmes où les mariages sont importants, ils sont synonymes, d'échanges entre villages, entre familles. Donc il faut remettre ça à plat et des fois, on a des grosses tensions qu'à ce moment-là, on peut régler. Donc voilà, c'est accepté socialement, et en fait, les funérailles, il y a énormément de choses qui se jouent et il y a beaucoup d'endroits dans le monde où en effet, c'est le moment où on parlemente, où on règle les affaires, financières, de terre et cetera. Donc ça, c'est très important à savoir et chez nous, ça semble aberrant, mais en fait, il y a plein d'endroits dans le monde où c'est accepté. C'est dingue. Et dans un sens, forcément, quand on s'ouvre un petit peu l'esprit et qu'on se dit, bon, ok, moi j'ai ma culture, mais évidemment, il y en a plein d'autres. D'un autre côté, quand on essaie de comprendre, ça paraît tout à fait logique, entre guillemets, une fois qu'on a des croyances qui sont particulières et qu'on les prend en compte, etc. Et, euh, et ça me fait penser, parce que tout à l'heure j'étais sur Twitter et t'avais fait un tweet là-dessus sur tout ce qui se passait. Alors j'ai peut-être plus les mots exacts, mais tu parlais, je crois, de tombeaux égyptiens qui étaient déplacés, etc. Alors du coup, c'est un événement qui se passe en ce moment en Égypte ou j'ai pas très bien compris exactement. Ouais, en fait, l'Égypte, a créé des grands musées, c'est-à-dire qu'en Égypte, il y a un musée, le musée du Caire, qui est très connu, celui qu'on voit dans les films, genre La Momie, par exemple, pour ceux qui l'ont vu, on voit le musée du Caire. Il est très reconnaissable, c'est un petit bâtiment rouge avec un petit dôme, des petits sphinx devant, sauf que ce musée-là, il est typique du XXe siècle et en fait, ça va plus du tout pour conserver tout ça. Et l'Égypte a décidé de créer des très grands musées, donc un qui se trouve vers les pyramides à Gizeh et un autre qui se trouve au niveau du Caire. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a transféré tous les objets. Donc il y a à peu près 130 000 objets archéologiques qui ont été déplacés. Donc c'est énorme, quoi. Ça demande une logistique de dingue. Mais le plus important, c'est de déplacer les momies. Parce qu'en fait, on a 22 momies qui se trouvent au musée du Caire, de l'ancien, qui sont là depuis 19e, 20e siècle, qui du coup, ne sont plus dans des conditions favorables. Et en fait, l'Égypte a décidé de faire une grande procession funéraire parce que il faut transférer ces momies vers un espace plus sécurisé pour elles, avec des chercheurs à proximité. Enfin, ils ont créé un truc énorme avec l'UNESCO pour que tout soit conservé. Et en fait, ils ont décidé de créer la parade des pharaons. Donc, c'est énorme. Chaque momie dispose d'un véhicule énorme avec en mode Las Vegas, quoi, avec des lumières, etc. Enfin, très égyptien. Ils sont allés à fond là-dedans et c'est des véhicules qui sont conçus exprès avec des absorbeurs de choc, des systèmes pour que l'air soit OK pour elles. Et elles vont faire 40 minutes de route pour se rendre au nouveau musée où elles seront présentées dans 15 jours. Et du coup, c'est un événement mondial parce qu'en fait, on est très habitué à voir des funérailles à la télé. Enfin, les funérailles à la télé de gens connus, ça explose les scores. Rien que Diana, c'est celui qui a été le plus regardé dans le monde. Là, bon, les gens peuvent crier au scandale qu'on déplace des momies et qu'on fasse tout ça, mais en fait, les gens sont très friands, non seulement des funérailles à la télé, mais là, encore plus, déplacer des personnes qui ont 3000 ans, c'est très fort, quoi, de continuer de faire ça en public avec un grand spectacle. Ça s'inscrit dans la volonté touristique de l'Égypte. Mais en tout cas, ouais, moi, demain, je vais commenter l'événement parce que ça arrive qu'une fois, ce genre de choses, et je trouve ça incroyable, donc je suis hyper enthousiaste.
C'est dingue quand même et évidemment ça arrive pas tous les jours donc tu m'étonnes que Non. c'est quand même mémorable comme événement. Ça me fait penser, tu sais, alors je sais plus, c'était il y a quelques mois évidemment, c'est pas nouveau, ça arrive régulièrement, des gens qui, alors soit qui redécouvrent ou qui découvrent des tombeaux pour la première fois et qui ouvrent les cercueils. Je sais qu'il y avait une polémique il y a pas longtemps là-dessus, je crois que c'était aussi Oui. en Égypte. Tu peux nous donner un petit peu ton avis là-dessus, voilà, ton avis, ton point de vue là-dessus? Alors, pour ce qui est des momies en général, c'est assez ambivalent, mon avis. C'est-à-dire que c'est des discussions qui sont bien plus complexes qu'elles en ont l'air, parce qu'en fait, on a plein d'aspects différents. On a l'aspect politique, l'aspect, scientifique, l'aspect, médiatique. Bien sûr, bon là, c'était les momies de Saqqara. Ils ont trouvé énormément de momies et ils avaient décidé d'ouvrir les sarcophages tous en même temps. Alors il y avait tout le monde avec son téléphone autour. Ça, clairement, ça s'inscrit dans la politique égyptienne depuis quelques années de mettre en avant le patrimoine pharaonique, on va dire, pour mettre en lumière leur pays, leurs ancêtres, etc. Euh, bon, moi, je trouve que cet événement n'était peut-être pas nécessaire à cette échelle-là, surtout ouvrir des sarcophages qui n'ont jamais été ouverts pour une première fois avec un suivi scientifique un peu de loin. Bon, j'ai pas tous les éléments, mais c'est vrai que je comprends que ça puisse choquer certaines personnes. Après, comme je dis tout le temps, moi, je suis pas en Égypte, je fais pas partie des comités culturels, donc j'ai pas vraiment mon mot à dire en tant qu'occidentale hein, sur les décisions de ce qui se font dans les autres pays. Mais c'est vrai que ça peut poser question. Après, il faut savoir que moi, j'ai beaucoup de gens qui sont très choqués, qui disent que oui, de toute façon, les archéologues sont des pilleurs de tombes. Bon, il faut savoir que c'est un peu plus compliqué que ça, hein, c'est-à-dire qu'on a des lois, on essaye voilà, de travailler avec les peuples autochtones dans certains endroits, voire même partout maintenant, parce que l'ONU insiste pour ça, il y a vraiment des lois. Pour savoir qu'est-ce qu'on n'expose pas, qui on sort pas. Il y a vraiment un travail autour de l'éthique qui se fait, mais ça fait que quelques années, puisque pendant très longtemps, les restes humains n'étaient pas considérés à leur juste valeur. On s'en fichait, on voulait juste les objets dans les tombes, les corps, le nombre de momies qui sont passées à la poubelle, c'est... Enfin, même il n'y a pas très longtemps, hein, ils ont trouvé à Paris, je crois, une momie et son sarcophage au niveau d'une benne à ordures. Enfin voilà, c'est des trucs, ça semble complètement aberrant. Ouais. Mais moi, mon avis, c'est que je suis assez mitigée sur les grands spectacles. Là, je pense que la parade de demain, elle fait de mal à personne puisque tout a été étudié pour et que voilà, c'est vraiment touristique, c'est pour montrer un peu la nouvelle volonté de l'Égypte. Après, moi, je suis toujours pour qu'il y ait un suivi. Par contre, moi, dans mon travail, je ne veux pas me censurer. C'est-à-dire que quand il y a ces événements qui se passent, je veux en parler. Pourquoi ? Parce que j'estime que si je ne le fais pas, eh bien, on reste encore ignorant sur plein de sujets. Donc, je vais choisir mes images. Il y a plein de fois où je mets pas d'images parce que je trouve ça choquant. Je fais attention quand je mets des images, par exemple, sur des rites au Tibet. Il y a une croyance que, voilà, si on montre le corps en photo, on lui enlève quelque chose dans son âme, etc. Donc, là aussi, je fais attention. C'est des petits détails. Mais mon but, c'est pas de choquer du tout. Là, demain, je vais commenter des faits. Donc c'est uniquement ça et vraiment mon avis c'est que du moment que les choses sont scientifiquement étayées, justifiées et suivies, nous en tant que béotiens de ce type de sujet pour la majeure partie des personnes, je pense pas qu'il y ait grand mot à dire. Voilà. C'est super intéressant et bien évidemment, j'imagine que la notion de respect qui est évidemment différente, surtout à ce niveau-là, dans toutes les cultures, ça doit être un sujet très sensible pour toi à aborder et comment justement tu arrives à te dire, ok, ça je peux en parler parce que j'aborde telle culture et ça je ne peux pas en parler. Est-ce que ça relève vraiment évidemment de la culture générale ou est-ce que c'est vraiment toi dans ton rapport à la mort J'ai un peu les 2, c'est-à-dire que des fois, il y a des sujets, je me dis: Là, ça va pas le faire» et en fait, ça le fait et des fois, il y a des sujets, ça passe pas du tout et souvent et c'est là que je me dis: «C'est un peu compliqué quand même», j'essaye toujours de jauger, comment les gens peuvent réagir. Il y a beaucoup de gens, quand je présente des faits, ils m'attaquent comme si c'était moi qui étais allée sortir les momies, comme si c'était moi qui avait choisi ces décisions politiques alors que non, moi, j'explique juste des faits, après je laisse les gens se faire leur propre avis mais moi, je subis beaucoup d'attaques en ce sens-là alors que je fais très attention, mais en fait, c'est inévitable, hein. Dès qu'on parle des restes humains, c'est obligatoire. Par contre, par exemple, si je sais que pour une culture, c'est problématique de montrer des images, je ne le fais pas. Mon ordinateur est rempli d'images que j'ai fait moi-même, et cetera, à l'étranger, lors de mes déplacements. Pour autant, je les diffuse pas sur internet parce que voilà, déjà, c'est des gens morts et des gens vivants qui n'ont pas spécialement envie d'être sur internet. Donc même si c'est à l'étranger, ben, on respecte les gens avant tout. Et donc je me limite pas dans les sujets, hein, c'est clairement
Après, par exemple, il y a des sujets que je ne traite pas du tout, par exemple tout ce qui est crime, mort violente, suicide. Je parle du suicide, par exemple, dans mes dernières vidéos, mais il y a aucune image. J'ai mis des fleurs pour illustrer, quoi, parce que j'ai pas besoin d'illustrer, c'est déjà assez fort, c'est déjà très prenant. Donc je me limite pas. Par contre, s'il y a des croyances particulières, là, je fais hyper attention, oui. Oui, c'est sûr. Bien sûr, j'imagine. Et puis forcément, c'est un sujet quand même qui reste très touchy, qui doit être forcément difficile à aborder. Et j'imagine que toi, une de tes missions, entre guillemets, c'est de pas faire dans le spectaculaire non plus, de pas faire du clickbait ou j'en sais rien. Enfin bon, voilà. Et comment dire, et forcément, quand tu reçois des messages un petit peu négatifs ou même violents, j'en sais rien, est-ce que tu penses que c'est lié à la religion des gens? Est-ce que tu penses que la religion a son mot à dire dans la conception de la mort, tout ça, et la réaction des gens? Alors, souvent les gens pensent que, quand j'ai des réactions très négatives, c'est de la part de personnes religieuses. Alors il faut savoir quand même que dans la religion et quasiment toutes, on se prépare à mourir, hein, donc il y a un rapport à la mort qui est quand même très présent, souvent qui n'est pas tabou puisque, toute une vie est faite pour préparer ce moment-là et que ce soit dans les 3 grandes religions, mais même, les autres. Heu, donc non, là-dessus, moi j'ai jamais eu de problème, avec des personnes, religieuses, ça non. Non, non, c'est juste des personnes qui, sont choqués, voilà, et je trouve que le sujet qui est le plus touchy vraiment, c'est cette question des restes humains présentés en musée, ou fouillés. Les gens comprennent pas les protocoles, comprennent pas les enjeux, et donc le premier réflexe, c'est ça, c'est une réaction, plutôt négative et j'essaye de l'expliquer, donc des fois ça marche, les gens comprennent pourquoi j'ai expliqué ça, pourquoi j'ai fait ce choix de présenter certaines choses, et puis il y en a d'autres qui restent sur leurs opinions, mais si je vois que les gens sont agressifs, je ne réponds pas, quoi. Ça, c'est comme partout, dans tous les cas. Dès qu'on touche Ouais. un petit peu, j'ai envie de te dire, moi qui parle de spiritualité, d'astrologie, je connais Mmh. la bête, donc voilà, je comprends. Ouais, je Euh, vois. et justement, on parlait forcément, tu vois, des restes humains, tout ça, et t'as même mentionné le fait que dans certaines croyances, on pensait que le défunt allait lancer des malédictions, etc. Donc forcément, les croyances ont une place super importante dans la mort, forcément, dans ce qui se passe après, dans la vie, après la vie, moi j'aime bien dire ça. Alors moi je crois en la réincarnation, bon moi j'en parle souvent dans LTA, c'est un sujet qui me passionne beaucoup. D'ailleurs, je suis rentrée en communication avec la spiritualité à travers ce sujet de la réincarnation. Et dans ma famille, c'est pas du tout un sujet tabou, les EMI, la réincarnation, c'est un sujet plus d'études qu'autre chose, hein, même si j'ai une famille principalement chrétienne. Euh, Mmh. Est-ce que toi, tu as des croyances liées à la mort, ou est-ce que tu penses que après la vie, c'est la mort, point, et on disparaît? Est-ce que tu as des croyances là-dessus? Est-ce que ça joue un rôle dans ton métier? C'est une question un petit peu personnelle, mais je trouve que c'est un petit peu... ça peut être pertinent. En fait, si je mettais mes croyances, dans mon travail, ça serait très problématique. En anthropologie, la première chose qu'on nous apprend, c'est justement à nous détacher de nos propres croyances pour pouvoir mieux observer ce qui se fait ailleurs. Donc ça, c'est un travail que je dois faire constamment. Maintenant, ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai qu'au début, quand on se lance, ça peut être un peu difficile. Moi, mon avis est fluctuant, c'est-à-dire que, en fait, par mon travail, je me les pose pas trop ces questions. Je vois que dans plein d'endroits, on croit à certaines choses. Je vois que pour certaines personnes, c'est important et que le mort n'est pas mort, en fait, hein. Il continue sa vie, en effet, après, sous différentes façons, que dans certains endroits, il est encore considéré comme un être à part entière, il n'est pas du tout mort, quoi. Enfin, le nombre de personnes qui prennent conseil auprès de leurs ancêtres dans le monde, c'est énorme. Donc du coup, moi, mes croyances, c'est difficile à dire. C'est-à-dire que malgré mon travail, je me pose pas trop la question. Je reste très ouverte parce que de toute façon, on ne sait pas. Je pars du principe que je ne saurai jamais ce qu'il y a après. Donc, ce que je peux faire de mieux, c'est étudier ce qui se fait chez les vivants. C'est déjà assez parlant et c'est hyper intéressant. Après, moi, je viens d'une famille, voilà, j'ai des catholiques dans ma famille, etc. Donc, c'est vrai que j'ai une approche aussi des grandes religions voilà, en termes familiaux. Mais après, voilà, j'ai des parents aussi qui étaient très intéressés par d'autres spiritualités, donc j'ai baigné dans un mélange où, au final, ça me choque pas plus quelqu'un qui croit à la réincarnation que quelqu'un qui n'y croit pas. Enfin, après, du moment que les gens se respectent, c'est le plus important. Donc non, ça rentre pas en compte dans mon travail, par contre, hein. Là, c'est très important de faire la différence. C'est pour ça que des fois, ça m'est arrivé de parler
Je parlais des écouteuses des morts, donc il y a beaucoup de gens qui m'ont dit: «Ah mais c'est des médiums» et cetera. Moi, j'ai pas utilisé le mot médium parce que j'ai utilisé les mots qui étaient utilisés dans les archives, donc c'était pas le mot médium, mais j'ai laissé les gens se faire leur propre avis. Après moi, j'ai le mien, et donc je laisse toujours la porte aux gens pour qu'ils se fassent leur propre avis sans mettre mon avis à moi dedans, en fait. Mais voilà, non, c'est Oui, j'imagine. Bah, évidemment, je t'ai posé la question, mais c'est sûr que si on commençait à mettre les croyances dans ce type de métier, ce serait un petit peu compliqué, j'imagine. Donc forcément. Et en fait, c'était aussi pour ça que je voulais faire un épisode avec toi, parce que bon, c'est vrai que moi, je parle beaucoup de mes croyances, etc., et qui ne sont que mes croyances, bien sûr. Et toi, t'as vraiment ce point de vue. Finalement beaucoup plus terrien et beaucoup plus ancré oui. dans la terre, quoi, enfin voilà, dans la vie en fait finalement, alors que au final tu t'es contact littéralement de la mort. Euh, Est-ce que tu penses que on tend vers une société en France, encore une fois par exemple, qui justement se détache de ce tabou? Et si oui, par quel biais ça peut se faire? Est-ce que c'est par les films qui traitent des EMI par exemple, ou est-ce que c'est par les médias comme toi qui parlent de ça avec sans tabou justement? Est-ce que tu penses qu'on tend vers une société qui accepte de plus en plus ce sujet-là de la mort? Beh, je pense qu'avant tout, c'est un travail personnel, hein. Cha Personne peut nous imposer d'accepter notre mortalité ou celle des autres. Donc c'est un gros travail de réflexion à faire sur soi-même, que ce soit accompagné par des croyances, par une pratique religieuse ou pour les gens qui ne sont pas croyants en rien, en d'autres types d'études. Par exemple, il y a des personnes qui vont s'intéresser à la mort en se basant uniquement, sur des faits, sans accoler, leurs croyances, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui pensent qu'il y a rien après. Et tous les arguments sont recevables. Par contre, je pense qu'il faut faire attention avec ce type de sujet, puisque en effet, plus on en parle, c'est bien, mais en fait, c'est des sujets, pour les pompes funèbres, c'est quand même des milieux où on nous demande d'être diplômé, donc ça demande quand même un savoir que certes, on trouve plein de choses sur internet, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on est compétent, ça ne veut pas dire qu'on a été validé par certains métiers, enfin les métiers de la mort, c'est compliqué. Il faut faire attention aussi parce que c'est des moments où, quand, soi-même on est en deuil, on est très vulnérable, donc c'est là où on peut se faire avoir sur plein de domaines, notamment sur internet ou avec des gens, qui n'ont pas forcément des bonnes intentions. Après je pense que de toute façon, plus on parle d'un sujet, mieux c'est, mais je pense que tout le monde ne peut pas en parler par contre. J'imagine, ouais, bien sûr. En fait, on peut pas dire que ce soit réservé à des gens et cetera, mais c'est vrai que c'est un sujet tellement compliqué, que par exemple, si on n'en parle qu'avec son vécu de vie, je pense qu'on passe à côté de plein d'autres éléments. Alors c'est tout à fait recevable, mais c'est vrai que ça éloigne certains faits peut-être plus pragmatiques, tandis que, si on étudie que le pragmatique, mais qu'en même temps on n'a pas forcément d'expérience autour du sujet, on loupe plein de détails ou plein de sensations qui peuvent aider dans la retranscription de nos idées. Donc voilà, je pense très sincèrement qu'il va y avoir une mode, là, de gens qui vont se lancer, pour parler de la mort et cetera. Je le vois de plus en plus, hein, depuis le temps que je le fais et puis, surtout, j'étais une des premières à me lancer, donc forcément, on le voit. Après, je pense que chacun aura sa façon de faire, mais il faut pas oublier que, voilà, ça demande quand même des connaissances et que les connaissances, pour les avoir, faut travailler, quoi. C'est important. Donc je sais pas, je vais voir comment ça va tourner. Après, je pense qu'il y aura des gens qui vont en parler plus du côté spirituel et c'est tout à fait recevable, plus du côté pratique pour ceux qui bossent dans ces milieux-là. Peut-être d'autres qui vont s'intéresser au symbolisme, qui est tout à fait différent. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir plein de choses différentes qui vont se créer. À voir si ça va durer dans le temps, je sais pas. Est-ce que c'est juste une mode de passage, comme beaucoup? On le voit, hein, la mode de la sorcellerie, enfin, c'est terrible à dire, mais c'est devenu des modes, hein, dire, Tout à fait. donc est-ce que c'est voué à ça? D'un côté, je me dis: «Si c'est le cas, ça veut dire que, ceux qui resteront, c'est ceux qui sont vraiment intéressés et qui sont passionnés et qui mettent du cœur dans le travail. Ceux qui partiront, ça sera tant pis». Mais tout à fait. On verra. Tout à fait. Et puis justement, tu parlais des cycles de mode comme ça autour de certains sujets. Bon, évidemment, voilà, hein, je pense qu'on peut faire une liste de plein de sujets comme ça. Et Oui, même le sujet de la ouais. réincarnation. Bon, moi, je suis plongée dedans depuis que je suis jeune. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un espèce oui, voilà, limite un truc marketing qui se fait autour de tout ça, de la mort, de tout ça. Et donc, est-ce que justement, t'as des recommandations, on va dire, ou des warnings à mettre autour de cette mode-là, autour de la mort, qui pourrait commencer à prendre un petit peu d'ampleur? Comment pour les personnes les plus fragiles d'ailleurs, comment se protéger un petit Oui. peu de tout ça et de pas tomber dans certains pièges?
Notamment quand on vit un deuil d'ailleurs. Oui, bah, déjà, c'est d'être entouré, bien sûr. Si on a des gens bienveillants autour de soi, c'est quand même plus facile. Bon, si on a des personnes sensibilisées à ça, c'est encore mieux. Après, je pense qu'on est tellement dans le brouillard quand ça arrive, pendant longtemps que, bah, voilà, ça arrive à tout le monde d'être vulnérable et il faut pas du tout s'en vouloir si vous avez été vulnérable d'ailleurs pendant une période comme ça, c'est tout à fait normal. Par contre, voilà, je sais que ça peut être très tentant d'essayer de rentrer en communication avec les morts, d'essayer d'avoir des gestes, des choses. Il faut pas oublier que c'est des milieux aussi où, il y a des gens honnêtes, mais il y a des gens qui ne le sont pas, donc il faut faire attention quand même, à ça. Je mets des gros guillemets là-dessus. Voilà, que de pas se faire avoir parce que c'est assez facile de promettre une communication avec les morts, mais bon, ça reste quand même, des fois problématique. On a des gens qui se retrouvent ruinés, suite à un deuil à cause de ça et qui n'ont pas eu de résultat quoi, enfin, tout simplement. Après, en conseil, en fait, je pense que le plus important quand on parle de la mort, en fait, la tentation, s'il y a une mode qui se fait, ça va être la tentation, et je le vois venir gros comme une maison, de faire un peu du grand guignolesque, de l'humour noir, et cetera. Faut pas oublier que vous allez parler à des gens qui ont peut-être perdu quelqu'un, un enfant, son père, sa mère, des gens proches, des amis. C'est des gens qui peuvent être marqués, qui ont mal encore, puisque de toute façon, même si on a fait notre deuil, on a mal. Donc il faut vraiment choisir ses mots, précisément et bah, essayer d'éviter de faire le moins d'impairs possible. Après, je pense que moi, je pense que si une mode doit se tourner là-dessus, elle se fera, mais que ça durera pas parce que c'est un sujet tellement dur au quotidien qu'au pire, ça sera de la surface et du symbolisme. Mais s'il y a des gens vraiment passionnés qui se lancent dedans, ben moi je les rencontrerai avec plaisir, quoi. Je veux dire, à ce moment-là, plus on est d'alliés qui pensent de la même chose, et mieux c'est, parce qu'au final, on tend à essayer de faire de ce sujet quelque chose de sain. Donc à ce moment-là, ben moi je serais ravie de rencontrer ces gens-là vraiment motivés et vraiment très intéressés et qui s'impliquent. Mais c'est vrai que voilà, je veux juste dire aux gens de faire attention parce que vous allez rencontrer des personnes qui sont dans la souffrance, qui attendront peut-être quelque chose de vous. Donc ne pas non plus promettre de choses que vous ne pouvez pas faire. On n'est pas des psychologues du deuil. Si on veut être des psychologues du deuil, on fait de la psycho du deuil, on se diplôme, on fait ses études. Ça s'improvise pas, tout comme ça s'improvise pas d'être conseiller funéraire, comme ça s'improvise pas d'être archéologue. Voilà, ça demande des suivis. Donc voilà, là-dessus, moi j'encourage les gens qui veulent se lancer, par contre, à vraiment potasser, essayer de voir les différents aspects, rencontrer des gens, même virtuellement, c'est bien. Et voilà, essayer de comprendre là aussi pourquoi ils font ça en fait. Qu'est-ce qui les motive? Mais c'est super intéressant et bien évidemment tous les gens qui vivent cette phase-là de vie, hein, parce que la mort fait partie de la vie, hein, que ce soit notre mort ou celle de nos proches, les gens qui sont vraiment intéressés par ça, je pense qu'ils se redirigeront directement vers toi parce que voilà, c'est toi l'experte et on pourra pas évidemment aborder tout dans cet épisode. Moi, j'avais juste une petite dernière question parce que c'est vrai qu'on parle souvent du rapport des adultes par rapport à la mort, etc. Bon, les tabous, mais aussi voilà les croyances, etc. Est-ce que tu as remarqué que les enfants ont une notion différente de la mort que les adultes? Est-ce que tu l'as déjà expérimenté ou remarqué? Oui, oui, j'ai déjà beaucoup travaillé avec des enfants, notamment quand je bossais en musée et que je présentais des choses funéraires. Les enfants ont une vision, beaucoup moins dramatique que nous. Alors attention, hein, un enfant va avoir une perception de la mort qui va changer avec son âge. Il y a certains âges un peu, déterminants pour ce qui est de la compréhension du concept. Par contre, ils vont avoir des mots beaucoup plus simples. Après, c'est difficile, le plus difficile avec un enfant, c'est de lui annoncer un deuil et de lui expliquer, bah, une mort et expliquer en quoi ça consiste. Il faut faire attention aux mots, encore une fois. Voilà, si on dit il est parti, bah oui, mais l'enfant va croire qu'il va revenir. Et oui. C'est dur d'expliquer à un enfant, un petit 3-4 ans, que la personne ne reviendra pas. Et donc, il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Donc ça, il y a plein de livres qui sont faits pour. Par contre, j'ai remarqué, les enfants sont beaucoup plus cool. Moi, le nombre de fois où je me suis dit, ouh là là, j'ai un peu peur d'aborder le sujet, mais en fait, ils sont hyper ouverts. Alors, il y a ceux qui me parlent hyper ouvertement de fantômes. Alors, à ce moment-là, on parle de fantômes. Et ceux qui me parlent de squelettes, bah, à ce moment-là, on parle de squelettes. Donc ça, aller déterrer des squelettes, ça intéresse vachement les enfants. Je sais pas pourquoi, mais même des 5-6 ans, ils sont à fond pour aller déterrer des squelettes. Donc moi, je trouve ça toujours hyper drôle parce que les parents sont un peu inquiets, mais moi, dans ma tête, je me dis oui, mais moi, j'étais comme ça aussi. Donc c'est peut-être pas si alarmant. Mais en fait, ils sont hyper attentifs quand on leur parle de ça en musée, mais ils ont plein
plein de questions, puis des questions intelligentes souvent. Et en fait, la peur de la mort, ça se transmet du parent à l'enfant, hein. Si on dit à un enfant, attention, le squelette, il est méchant, l'enfant va croire que le squelette, il est méchant. Si on lui dit, oh, le squelette, regarde, il est gentil, bah, l'enfant va croire qu'il est gentil. C'est tout simple. Enfin, c'est notre vision aussi qu'on met sur la mort qui va influencer nos enfants. Donc, ouais, j'essaye un peu de dédramatiser ça avec les petits. Après, bon, on n'est jamais à l'abri de... Enfin, moi, quand je bosse, par exemple, s'il y a des enfants autour de moi, des petits, des fois, je les entends pas et ils arrivent dans mon dos. Donc, ils vont voir des trucs qu'ils sont pas censés voir. Et du coup, il y a 2-3 fois où ça leur a fait une terreur, mais pas possible. Donc, du coup, moi, j'ai été obligée de dédramatiser complètement, dire non, mais c'est rien. J'étais trop mal à l'aise. Je me suis dit comment les parents ils vont réagir. Et en fait, bon, après, on explique, pardon, et ça va mieux. Mais oui, les enfants sont beaucoup plus ouverts que les adultes, ça c'est clair. Ouais, bah oui, forcément. Ouais. Et puis justement, tu parlais du fait que, en fait, c'est nous qui transmettons le malaise autour de la mort. Et forcément, c'est logique aussi. Et puis, il y a nos propres émotions. Et puis, justement, on essaie de toujours bien faire, etc. Mais c'est vrai que il y a peut-être... Est-ce qu'il y a une manière d'aborder la mort avec les enfants, même d'annoncer un décès? Est-ce qu'il y a une manière particulière selon toi, ou est-ce que le but, c'est vraiment d'être le plus bienveillant possible et il n'y a pas de manière, il n'y a pas de mode d'emploi? Déjà, ça va dépendre de chaque enfant, de son statut, enfin on va dire ce statut, de comment il voit, est-ce qu'il connaît déjà la mort, le concept? Est-ce que ça lui dit quelque chose ou pas? Après, chacun connaît mieux, son enfant que n'importe qui. Donc il va savoir, ce qui passe pas en fonction de ce qu'il lui a dit. Bon, il y a des enfants qui vont comprendre ce que c'est de mourir. Des fois, on a des enfants qui réagissent hyper froidement, face à un décès, même d'un animal. Les parents, ils sont tristes et puis ils voient le gamin qui n'a aucune réaction et qui dit: «Oui, c'est comme ça». Les parents, des fois, ils m'écrivent. Moi, j'ai beaucoup de parents qui me disent: «Mais je suis hyper décontenancée, le chien est mort, il a pas de réaction». Je dis: «Oui, mais vous savez, les enfants, des fois, en fait, ils veulent faire un peu les grands et ils voient que le papa, maman ou ses proches vont pas bien et donc il va prendre sur lui». Ça, c'est pas bon non plus parce que si c'est pour refouler un deuil, c'est pas OK. Donc il faut faire attention à ça aussi, hein. C'est pas parce qu'un enfant montre rien qu'il ressent rien. C'est peut-être qu'il le cache pour essayer de vous soulager, de dire: «Non, mais moi, je suis un grand, je pleure pas». Ça arrive hyper souvent. Donc il y a pas vraiment de mode d'emploi. Après, comme je disais, il y a plein de livres par contre qui aident à expliquer ce que c'est. Alors évidemment, pour les gens croyants, c'est peut-être plus facile d'expliquer via une doctrine. Par contre, pour ceux qui n'ont pas vraiment de croyances particulières, il y a des livres tout à fait adaptés pour ça. Donc j'invite les parents à, pourquoi pas, prévoir un bouquin de ce type dans la bibliothèque au cas où. Pas forcément attendre que le jour arrive, mais peut-être commencer à tâter le sujet si on voit que l'enfant s'y intéresse un peu, quoi. C'est passionnant. Et forcément, voilà, tu parlais des enfants qui le gèrent de différentes manières. Donc forcément, comme tu disais tout de suite, idéalement, entre gros guillemets, il faudrait peut-être même un peu en parler de temps en temps, sans forcément qu'il y ait un décès dans la famille, mais au moins inviter à discuter au sujet et demander à l'enfant comment il Oui. considère la chose. Oui, complètement. Déjà parce que ça fait partie de son apprentissage, de son évolution personnelle. Comme je disais, il y a ces concepts qui sont acquis ou qui ne sont pas acquis. Donc ça permet un petit peu de voir où en est l'enfant à ce niveau-là. Après, quand il y a un décès qui arrive, c'est très difficile, alors pendant très longtemps et encore maintenant, on a des adultes qui n'intègrent pas les enfants dans le décès. Donc les enfants, ils savent que quelqu'un est mort, ils savent qu'il y a quelque chose de grave qui se passe parce qu'ils le voient, même les tout petits comprennent quand il y a un parent qui va pas bien, ils le sentent. Et pourtant, on les inclut pas, on leur explique pas. Moi, quand je bossais en pompe funèbre, il y a plein d'enfants qui étaient relayés à la porte du funérarium, même des préados plutôt, en leur disant, donc des 13-14 ans, on leur disait: «Non, t'es trop petit pour voir le défunt». Et eux, ils voulaient y aller. Mais les parents étaient là: «Non». Et moi, j'essayais de dire: «Mais vous savez, s'il y a une volonté de le voir, faudrait peut-être essayer de négocier ça». Et en fait, c'était les parents qui bloquaient comme ça. Donc, c'est vrai que moi, j'invite aussi, si vous avez des enfants autour de vous et que vous vivez un deuil et que l'enfant va participer, par exemple, à l'enterrement ou à la crémation, pourquoi pas faire un dessin qui va accompagner le défunt, qu'on peut mettre dans le cercueil ou sur le cercueil. Voilà, c'est une façon pour l'enfant de s'intégrer et de participer à sa manière. Des fois, on a des enfants qui veulent faire des discours. Voilà, faut pas leur interdire de le faire parce que c'est leur façon à eux de faire le deuil. Et ça sera très marquant pour l'adulte qu'ils vont devenir, en fait. Ça sera vraiment important pour eux. Et certes, ça fait plaisir à personne de participer à un enterrement quand on est petit, mais en effet, ça fait partie de la vie et plutôt que de cacher ça à un enfant, il vaut mieux l'intégrer.
C'est passionnant et évidemment ça coule de source, dans la manière dont tu le racontes, mais forcément, bah, c'est toujours une étape difficile à vivre pour tout le Oui, monde et je pense que même si les parents sont pas forcément, ne veulent pas mal faire, il y a peut-être des moments où voilà, on va avoir des gestes ou des mots un petit peu maladroits et sans s'en rendre compte. bien sûr. Juliette, le temps file tellement Oui. vite. Du coup, pour terminer, parce que bien évidemment, on peut te retrouver sur YouTube, on n'a pas parlé de ton podcast, mais tu as un podcast quand même, Oui, un petit podcast, ouais, que les gens peuvent écouter, donc YouTube, un petit. ouais, donc sur les réseaux, etc. Est-ce que, bah déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-nous tous les endroits où on peut te retrouver si on veut te retrouver quelque part. Alors, donc je suis sur YouTube, donc ça, c'est les vidéos où j'aborde des sujets et cetera. Pour ceux qui veulent creuser, il y a les sources à chaque fois, donc voilà, c'est des introductions à certains sujets. Il y a un podcast donc qui peut faire office de podcast tout court ou de complément à certaines vidéos. Sur le site internet, c'est les articles, donc là, c'est beaucoup plus poussé, beaucoup plus en général, c'est des grosses tartines, mais c'est intéressant si le sujet vous intéresse, où ça sera de l'histoire, de l'archéo, du funéraire contemporain. Et puis en termes de réseaux sociaux, je suis sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram, donc je suis à peu près partout. Bon, bah ça marche dans tous les cas, il y aura tous les liens bien évidemment en description de l'épisode. Oui, Bah écoute, grand merci Juliette à toi d'avoir participé sur LTA. Je pense que ça a été un épisode passionnant. En tout cas pour moi, j'ai adoré faire cet épisode, c'était passionnant. bah moi aussi. Ah bah cool, bah Merci beaucoup en tout cas. merci beaucoup, je te souhaite une très très belle journée et puis à plus, salut. Merci. Et voilà pour cet épisode, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à partager l'épisode si il vous a plu, ça m'aide vraiment beaucoup dans mon travail et évidemment à me laisser un petit avis sur Apple Podcast. Encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus sur Juliette et sur son travail, tous ces liens sont en description de l'épisode. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Salut!